Bonjour messieurs, nous revenons aujourd'hui sur un sujet qui nous a occupé il y a quelque temps déjà au cercle du renouvellement constitutionnel, celui du droit naturel. Quelque chose de très important en matière constitutionnelle, évidemment, puisque ce sont les principes fondateurs sur lesquels repose ou pas justement une constitution. Et aujourd'hui, c'est Christian qui a souhaité nous reparler de ce sujet en confrontant droit naturel versus loi de la nature. Et cela selon Hobbes, donc l'auteur du Léviathan, notamment. Et Christophe doit nous faire également une part de ses réflexions à ce sujet. Alors, je ne sais pas si ça sera dans la suite logique actuelle, puisque nous allons interrompre de nouveau nos travaux sans doute pour quelques mois. Mais bon, ce ne sera de toute façon que partie remise. Christian, je te cède le micro. Merci Luc. Donc on va revenir sur cette affaire de droit naturel, à partir de laquelle on a fait un certain nombre d'émissions. La plupart d'entre nous sont exprimés là-dessus, et j'ai pensé qu'il était peut-être pas inutile d'en reparler d'un point de vue, du point de vue de ses fondements philosophiques, et notamment comment il est apparu dans l'histoire, et en m'attachant plus particulièrement à présenter la conception hobbesienne du droit naturel. Non pas qu'elle soit primordiale, qu'elle soit la plus intéressante, la plus importante, mais parce que elle a conduit, me semble-t-il, à fonder la conception du droit naturel dans la société libérale, capitaliste, croissanciste que nous connaissons actuellement. Voilà. Alors, je vais commencer mon exposé que j'ai intitulé « Droit naturel et loi de nature », tel que l'a présenté Hobbes dans le Léviathan. Alors, le concept du droit naturel, il remonte bien entendu avant cette époque, et puis la philosophie, l'époque des Lumières, il remonte à l'Antiquité, puisque les sophistes déjà distinguaient ce qui était fondé par la physis, c'est-à-dire la nature, la physique, ça a donné physique, bon, au départ la physique c'était la nature, et ce qui relève du nomos, c'est comme la loi de la convention. Un peu plus tard, Socrate, Platon, Aristote ont réfléchi sur l'existence de normes universelles qui seraient fondées sur la raison ou la nature. Aristote, par exemple, notamment parle de lois non écrites, valant partout et pour toujours, sans pour autant préciser de façon extrêmement normative de quoi ces lois devaient être conçues, sur quoi ces lois devaient se baser. Un peu plus tard, les stoïciens ont développé l'idée d'une loi naturelle, universelle, qui serait conforme à la raison et au cosmos, qui transcenderait les lois particulières des cités. La loi des cités, qui était dans le grand fondement de l'aristotélisme, et le cosmos, qui était le fondement du stoïcisme. L'époque romaine, ensuite, ont formulé quelque chose d'assez similaire, voilà, une loi vraie, conforme à la nature et immuable, commune à tous les peuples. Le droit romain, notamment chez les jurisconsultes, reconnaît l'existence du jus naturalis. C'est là que apparaît la première fois le terme, l'expression latine de jus naturale, qui a donné droit naturel. Au Moyen-Âge ensuite, pendant la scolastique, avec Thomas d'Aquin, le droit naturel se retrouve intégré dans une théologie de la loi. Ce droit naturel, c'est un droit qui découle de la loi éternelle de Dieu et qui s'impose à la raison humaine. Et puis arrive l'époque moderne, XVIIe, XVIIIe siècle, et avec les penseurs, il
disons, philosophico-politique, puisque cette affaire de droit naturel va déboucher sur des conceptions d'organisation sociale, avec notamment Hobbes, Locke et Rousseau, qui élaborent, qui réélaborent, qui se réapproprient ce concept en l'utilisant pour fonder des théories politiques, le contrat social, les droits fondamentaux, le droit naturel, etc. Donc nous allons parler de Hobbes. Hobbes, c'est 1588-1679. Hobbes part de l'idée, c'est une expérience de pensée, l'état de nature, expérience de pensée qu'a reprise d'ailleurs Locke et puis Rousseau. Ils ont fait aussi des expériences de pensée. Et un peu plus tard, John Rawls, j'en dirai un mot en conclusion. C'est-à-dire qu'on a un état de nature. Qu'est-ce qui se passe dans l'état de nature? Alors, pour Hobbes, on le sait, c'est une situation de la guerre de tous contre tous. Bellum omnium contra omnes. Les hommes sont égaux en force et en ruse. Chacun peut tuer l'autre. La peur de la mort domine. Et la solution politique que élabore Hobbes, c'est pour sortir de cette insécurité, les individus vont conclure un contrat en abandonnant leurs droits naturels au profit d'un souverain absolu, le Léviathan. Mais le Léviathan, c'est aussi bien un État qu'une république. Bref, le droit naturel se transforme en loi civile qui va être imposée par l'autorité. En résumé, pour Hobbes, le droit naturel, avant de le décrire par le détail, j'en donne un résumé, le droit naturel, c'est un instrument brut de survie qui mène à la guerre et ne trouve de solution que dans l'aliénation à un pouvoir fort. Et ça va devenir le capitalisme. Alors bon, c'est un raccourci, hein. Hobbes, fondateur de la structure du corpus législatif capitaliste, c'est un raccourci. Et à l'opposé, pour Rousseau, le droit naturel, c'est une liberté bienveillante qui doit être protégée et grâce au contrat social et à la volonté générale, et ça va donner le socialisme. Alors, chez Hobbes, l'existence de droit naturel, comme je l'ai déjà suggéré, c'est confronté au problème central qui est comment garantir la recherche de sécurité, comment garantir la sécurité, étant donné le risque que pose l'insociable sociabilité de l'être humain. Et pour répondre à cette question, on va voir ce que veut dire le droit naturel chez Hobbes. Chapitre 13 du Léviathan. Hobbes nous dit qu'il vient de la défiance qui existe d'un humain envers l'autre, qu'il résulte que le seul moyen raisonnable qui existe pour un humain de se mettre en sécurité, c'est d'anticiper, c'est-à-dire de se rendre maître par la force ou par la ruse de la personne du plus grand nombre possible d'humains, et ce n'est là rien de plus que ce que sa conservation exige et ce qu'on permet généralement. Voilà, bon, c'était un extrait de Hobbes dans le texte. La conséquence, c'est que ce qui est autorisé, ce qui est licite, ce qui est normal, ben, ça correspond exactement à ce que la nature humaine prescrit pour continuer à vivre. Autrement dit, c'est ma puissance, ma capacité naturelle à déterminer qui est l'étalon de mon droit à faire telle ou telle chose. L'avantage de cette conception, c'est qu'on a une référence universelle et très claire, très certaine. Le risque, évidemment, c'est le risque de la loi du plus fort, de l'arbitraire, de la relativité. Alors, à l'inverse, on aurait pu imaginer de fonder des droits à partir de devoirs. Eh bien, Hobbes dit non, il les fonde à partir d'autre chose. Et le début du chapitre 14 est clair, il définit le droit naturel, qu'il appelle le droit de nature. Le droit de nature chez Hobbes, c'est le droit naturel, et la loi de nature, c'est la loi naturelle. Alors, première définition, le droit de nature, le droit naturel, que les écrivains appellent communément jus naturale, donc c'est ce que dit Hobbes, c'est la liberté qu'a chacun d'user de sa propre puissance comme il le veut lui-même pour préserver sa propre nature, autrement dit sa propre vie, et par conséquent de faire tout ce qu'il concevra dans son jugement et sa raison propre, comme
étant le meilleur moyen pour cela. Et il l'ajoute, il précise ce qu'il entend par liberté, puisqu'il utilise liberté. Hein. Voilà. Par liberté, j'entends l'absence d'obstacles extérieurs, lesquels obstacles peuvent souvent enlever une part du pouvoir d'un homme pour faire ce qu'il voudrait, mais ne peuvent pas l'empêcher d'user de son pouvoir qui lui reste, selon ce que son jugement et sa raison lui dicteront. Voilà donc comment Hobbes définit le droit naturel, comment il précise le sens du mot liberté qui apparaît dans la définition du droit naturel, puisque ce droit naturel, c'est la liberté qu'a chacun d'user de sa propre puissance. Et ensuite, au chapitre suivant, au chapitre 14, il introduit la notion de loi naturelle. Loi de nature, loi naturelle. Alors, qu'est-ce qu'une loi naturelle chez Hobbes et en quoi le droit naturel se distingue-t-il de la loi naturelle? La loi naturelle, la loi de nature, lex naturalis, c'est un précepte, je cite Hobbes, c'est un précepte, une règle générale, découverte par la raison, par laquelle il est interdit à un homme de faire ce qui détruit sa vie ou la vie, ou lui enlève les moyens de la préserver. Il est interdit à un homme de faire ce qui va enlever les moyens de préserver la vie, hein, interdit de détruire, mais interdit aussi de contrer des moyens pour la préserver, et d'omettre ce par quoi il pense qu'elle peut être le mieux préservée. Il faut bien qu'il pense, hein, interdit de mettre, faut voir les doubles négations qui étaient très à la mode à ce moment-là, il faut bien qu'il pense à ce qu'il peut y avoir de mieux pour la préserver. On voit déjà que Hobbes va permettre la guerre si elle préserve la vie. Bon, j'y arrive. Et il ajoute, car quoique ceux qui parlent de ce sujet aient l'habitude de confondre jus et lex, droit et loi, il faut cependant les distinguer, parce que le droit consiste en la liberté de faire ou de s'abstenir. Le droit, c'est une liberté, alors que la loi détermine et contraint à l'un d'eux. La loi oblige ou interdit. Si bien que la loi et le droit diffèrent autant que l'obligation et la liberté, qui, pour une seule et même chose, sont incompatibles. Alors, tout en distinguant droit et loi, Hobbes précise bien qu'il y a généralement confusion entre les deux. Les deux écueils qu'il pointe entre confusion et loi, c'est penser que le droit est une conséquence d'une obligation antérieure. Il y a un droit parce qu'il y a quelque chose avant qui oblige. Première confusion. Deuxième confusion, plus facile à comprendre, c'est penser que le droit naturel et la loi naturelle ont le même but, la préservation de soi. Alors, on va voir un petit peu tout ça en détail. Pour écarter le risque de confusion entre droit et loi, Hobbes distingue liberté et interdit. Le droit, c'est une liberté. La loi, c'est un interdit. Et pour que le droit devienne une loi, il ne suffit pas que la règle soit découverte par la raison. Hein, bon, il faut, c'est nécessaire mais pas suffisant. Il faut que la règle devienne un commandement. Il y a un commandement qui restreint la liberté. Liberté, elle, qui demeure un droit. Donc, la loi de nature, elle inclut le droit de nature sans avoir à s'y conformer absolument. Là, on est au cœur du réacteur. Alors, comment est-ce que cette règle devient un commandement? C'est-à-dire, comment est-ce que le droit devient loi? Eh bien, soit par la politique divine, soit par la politique humaine. Alors, Hobbes étudie l'hypothèse de la religion naturelle, où Dieu est l'auteur des lois naturelles, et il considère, il balaye ça, c'est pas solide, parce que l'existence du premier moteur, le premier moteur, aristotélicien, ne peut être démontré, n'a jamais été démontré et ne peut pas être démontré, et il considère que c'est simplement une croyance, mais que ce n'est pas une obligation. Donc, la loi divine
est balayée par Hobbes. Alors reste l'hypothèse du souverain humain, pas un souverain divin, mais un souverain humain, qui lui, va avoir la tâche de transformer la loi naturelle en loi civile. En résumé, on a d'un côté le droit naturel, première pierre de la construction de la condition sociale, et d'un autre côté, on a la loi naturelle, deuxième pierre. Alors comment s'assemblent ces deux pierres? Est-ce qu'il faut les poser côte à côte ou l'une sur l'autre? Laquelle soutient l'autre? Alors, on va rappeler la situation initiale de l'expérience de pensée de l'état de nature. L'état de nature, c'est une situation Hobbes, hein, bien sûr. Hein, c'est pas la même. Rousseau, c'est l'homme est bon et puis il est perverti par la propriété naissante. Non, Hobbes ne voit pas ça du tout comme ça. L'état de nature, c'est une situation de guerre permanente. Il y a le droit à chacun d'user de sa puissance et ça devient un droit à tout. Deuxième constatation, cette situation renforce l'hostilité mutuelle entre les hommes et fait que le droit de nature se retourne du coup contre lui-même et ça devient un droit à rien puisque l'autre a droit à tout, à mon égard. Troisième phase, on se pose la question, comment préserver le droit naturel? C'est se préserver soi-même. Et la réponse est il faut l'associer avec une loi naturelle fondamentale qui nous oblige à rechercher la paix. Alors, citons Hobbes dans le texte. C'est un précepte, une règle générale de la raison, que tout homme doit s'efforcer à la paix, aussi longtemps qu'il a l'espoir de l'obtenir, et que quand il ne parvient pas à l'obtenir, il peut rechercher et utiliser tous les secours et les avantages de la guerre. Donc si il n'arrive pas à obtenir la paix avec la raison et avec la loi, et avec le droit naturel, il a le droit d'utiliser la guerre. La première partie de cette règle contient la loi fondamentale de la nature, la loi naturelle, qui est de rechercher la paix et de s'y conformer. La seconde contient le droit naturel, qui est, par tous les moyens, nous pouvons nous défendre. Donc, le droit naturel et la loi naturelle, tous les deux s'articulent comme deux parties dans une règle générale de la raison formant le tout. La règle générale ne vise pas la paix en soi, mais vise la préservation de soi. La règle générale ne dit pas les moyens de préservation les plus efficaces dans chaque situation particulière. C'est à la loi ordinaire de le déterminer. La règle générale sert à faire le tri entre des situations où la paix est possible ou bien la paix est impossible. Si la paix est possible, il y a obligation de la rechercher et de construire des lois en vertu de cela. Si la paix est impossible, il est permis d'avoir recours au droit naturel, donc à la guerre. D'un côté, on a donc un impératif, et de l'autre, on a une liberté. À ce moment du raisonnement, on peut se poser deux questions. Première question, comment s'articule cet impératif et cette liberté, alors qu'au stade initial, au stade de l'état de nature, ni la politique divine ni la politique humaine n'ont encore fondé quoi que ce soit de telle sorte à pouvoir transformer la règle en loi. Et la deuxième question, c'est quel est le domaine d'application légitime pour chacune des propositions de la règle fondamentale. Alors, première question. Hobbes distingue trois formes d'obligation. L'ajustement rationnel des moyens, la paix, à la fin poursuivie, la préservation. Eh bien, ça implique, cet ajustement rationnel, implique d'ajuster son droit à tout pour préserver sa vie, au fait que les autres aussi ont droit à tout pour préserver leur vie. Donc, il est rationnel et vital que la finalité s'adapte aux moyens nécessaires pour y arriver, à savoir s'efforcer à la paix. Deuxième obligation, le devoir ou l'obligation envers autrui, qu'on va créer en limitant volontairement le droit naturel, implique que l'homme, et là c'est très important, négocie des pactes. Il y a des dizaines de pages sur les différents pactes que les humains vont contracter entre eux, et qui sont toujours des pactes de dessaisissement
ils se dessaisissent de leur droit naturel. Et troisième forme d'obligation, qui découle de l'idée des pactes, s'il est possible d'établir des pactes qui impliquent des devoirs les uns vers les autres, toutes des obligations, il devient alors possible d'établir un pacte avec une seule entité, un souverain. Cette troisième forme d'obligation se fonde sur la deuxième, des pactes entre les individus qui sont valides. Donc on peut faire un pacte avec un seul souverain qui va lui garantir et valider tous les autres pactes. En retour, le devoir envers le souverain renforce donc les deux premières obligations dont j'ai parlé. Elle permet que les pactes valides se multiplient en toute sécurité. Elle permet que les lois naturelles soient transformées en lois civiles. Deuxième donc, question. Quel est le domaine d'application légitime pour chacune des propositions de la règle fondamentale? Alors, les deux propositions ne sont pas symétriques. L'une ne vaut pas l'autre. La recherche de la paix, elle a la priorité sur l'usage de son droit à tout faire. Ce n'est que si la paix est impossible que l'on s'oriente vers l'usage du droit naturel. Donc la loi naturelle, ça c'est une synthèse, la loi naturelle, ça concerne la délibération de l'humain, et le droit naturel, ça concerne sa volonté. La loi naturelle, c'est une délibération, le droit naturel, c'est la volonté. Alors, Hobbes indique qu'on est toujours tenu de désirer la paix, mais on n'est pas toujours tenu de la vouloir, la paix. Désirer la paix, mais pas vouloir la paix. Nous sommes obligés de vouloir la paix uniquement si la paix est possible. Bon, en conclusion, à partir de la découverte du droit naturel, Hobbes va continuer à bâtir son système anthropologique et politique. Il va déterminer ensuite la nécessité d'établir une véritable société entre les hommes grâce aux lois naturelles. Et il faudra ensuite qu'il réponde aux questions: quels sont les moyens d'arriver à la paix, quels sont les moyens de garantir le droit naturel, quels sont les moyens de garantir que le droit naturel se transforme en loi de la nature, et ça va l'amener à penser un type de pacte très particulier, capable d'engendrer des États modernes, des États solides, tels qu'on les connaît actuellement. Alors, en guise de conclusion bis, disons d'actualisation de ces conclusions, et je me suis posé la question, là ça devient un avis personnel, qu'en est-il aujourd'hui du droit naturel? Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, exit Hobbes, exit Locke, exit Rousseau, les trois grands penseurs du droit naturel, et enter John Rawls. John Rawls, qui a opéré une rupture méthodologique au niveau du droit naturel dans son ouvrage La théorie de la justice, A Theory of Justice, de 1971, qui est fondateur, je dirais, de toutes les constitutions actuelles. John Rawls ne s'appuie pas sur une loi naturelle universelle, ni sur une théologie humaine, une téléologie humaine. Il rejette l'idée qu'il y aurait un ordre moral substantiel donné dans la nature et que la raison aurait simplement comme objectif de découvrir. Il se méfie de ces théories qu'il considère comme trop métaphysiques et trop controversées, et il en vient donc à proposer une procédure équitable de justification des principes de justice, sans présupposer une conception particulière du bien ou de la nature humaine, donc du droit naturel. Et l'expérience de pensée de John Rawls consiste à substituer à la position originelle de l'état de nature, qui était la base, qui était la méthodologie des penseurs majeurs que je viens de citer, il y substitue son célèbre voile d'ignorance. Voile d'ignorance, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens vont imaginer de façon spontanée comme système de justice s'ils ne savent rien.
Bon, on va pas, c'est pas un exposé sur Rawls, donc on va passer très vite. Ce dispositif, c'est pas une découverte de loi naturelle, mais c'est une construction rationnelle de l'individu ordinaire qui vise à garantir l'impartialité. Les principes de justice qui en résultent ne sont pas donnés par la nature, mais ils sont issus d'un accord hypothétique entre des personnes supposées libres et égales et privées d'informations contingentes. Qui je suis, d'où je viens, quel âge j'ai, quel est mon milieu social, quel est mon conditionnement. Il y a aussi, il faut bien dire, un héritage kantien chez Rawls. Il reprend de Kant l'idée d'une raison pratique qui peut générer des principes universels. Bref, on ne va pas creuser. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces principes de justice, ce ne sont pas des principes naturels au sens du droit naturel, mais ils possèdent une validité morale universelle au sens de la procédure équitable qui les fonde. En résumé, Rawls ne croit pas au droit naturel. Alors, je parle de Rawls, bon, j'insiste parce que il a inspiré, c'est un niveau ils ont des conceptions constitutionnelles, toutes les constitutions actuelles. Rawls ne croit pas, ne parle pas, rejette le droit naturel comme ordre moral objectif inscrit dans la nature. Il le remplace par une démarche procédurale et constructiviste, la justice découlant d'un contrat hypothétique équitable. Il voit l'ignorance, sa position originelle, et non d'un ordre naturel préexistant. Toutefois, comme dans la tradition kantienne, ces principes gardent une prétention à l'universalité. Voilà mon petit topo d'aujourd'hui sur le droit naturel. Je vous remercie. Merci Christian. Est-ce que tu veux réagir en premier, Christophe? Je veux bien juste réagir. Oui. Alors, moi, le droit naturel, c'est vrai que j'en ai une vision plus donc ancienne, hein. J'estime personnellement que les philosophes des Lumières, en partant de l'état de nature, en fait, font une erreur de raisonnement, parce qu'en fait, aucun homme ne naît sans relation. Et que par conséquent, dans leur cheminement, il y a une petite erreur qui fait que non, la guerre, c'est pas l'état naturel. Au contraire, d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on est pérenne. Et ce petit truc-là qui fait un peu déconner, après dérailler le truc, ça me dérange. Après, je suis pas contre l'idée, parce que de toute façon, je pense je suis en convergence avec leur façon de penser aussi, hein, mine de rien, sur plein de domaines. Mais c'est juste que du coup, j'ai pas cette opposition entre droit et loi, puisque pour moi, il n'y a pas d'état de nature guerrier. C'est pas l'état de la nature, quoi. Ça, c'est un état qui peut arriver, qui est ponctuel et qui va se régler par la suite, mais en tout cas, c'est pas l'état de base, quoi. Et je ne pense pas que l'homme agisse sans règle, qu'il le dépasse. Ça aussi, je n'y crois pas. C'est-à-dire que tout ce qui est la Rawls, par exemple, qui considère que les hommes suivent une procédure qu'ils inventent et qu'ils arrivent à faire quelque chose ensemble qui tienne la route sur le long terme, ça, j'y crois pas. Pour moi, si les hommes veulent réussir à s'entendre sur des accords et des choses comme ça, ils sont obligés de faire en fonction des lois, de lois naturelles qui sont ancrées dans nos comportements, dans nos façons de penser, dans nos façons de construire le monde et dans nos façons de perception. Enfin, en fait, il y a des tels... comment on appelle ça? Des tels biais de cognitifs, hein, des telles choses qui sont, si on les prend pas en considération dans la construction de ces processus et ce sont pas des choses qu'on contrôle et qu'on crée, ce sont des choses qui sont là naturellement. En fait, on fait que se décaler d'une loi naturelle, d'une loi sociale, naturelle, de construction sociale, qui fonctionnerait comme la gravité, quoi. Et au final, si on fait n'importe quoi comme avec la gravité, on tombe d'une falaise, on ne se relèvera pas. Et dans les lois sociales, c'est pareil. Si on s'écarte un peu trop du chemin, on s'effondre et ça ne marchera plus. Alors que si on s'effondre, on peut se décaler un petit peu, toujours. Voilà, on peut sauter, on peut faire des choses comme ça, mais il ne faut pas trop s'éloigner, sinon ça ne marche plus, quoi.
Donc je suis plutôt critique par rapport à cette évolution de la pensée sur le droit naturel. Vraiment, moi je pense que c'est quelque chose d'hyper important, de central, même si c'est pas accessible en soi. Et moi je travaille en ce moment, en tout cas j'essaye de travailler justement sur un, donc c'est pas sur une description du droit naturel, mais sur un texte qui est entre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen j'ai oublié la date, mais c'est pas grave, et, euh, et le droit naturel. Donc un texte qui est un cran au-dessus, plus proche du droit naturel, pour essayer justement de se donner une description d'un droit un peu plus proche de ce que serait le droit naturel. Juste une étape supérieure, quoi, pas forcément le truc vrai, absolu, quoi. Mais, euh, mais voilà, donc c'est ça que je voulais dire, juste réagir. Merci Christophe. Bah, sur ce dernier point, enfin, je t'invite à lire l'enracinement de Simone Veil, parce que moi, à mon avis, c'est justement une expression, la première expression, à mon sens, formalisée de niveau philosophique, donc, du droit naturel. Donc, je pense que ça alimentera bénéfiquement tes travaux, puisqu'on a mis dans notre préambule de la Constitution, qui s'en inspire directement, mais pas que. Hein, voilà. Je pense que ça pourra être utile à tes travaux, puis les premières émissions qu'on a faites sur le droit naturel, présentées notamment par Guillaume Tanneux à l'époque. Alors, sur ce que nous a dit Christian, bon, on va évacuer John Rawls, effectivement. Bon, là, on dérive, on n'est plus du tout dans le droit naturel, puisqu'on est uniquement dans le droit positif. Donc, quelque part, je dirais, hors sujet par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Juste, on peut constater effectivement que c'est une conception du capitalisme tardif qui accompagne sa dégénérescence. En deux mots, voilà comment je qualifierais cette prééminence du droit positif où on a le droit de tout faire tout le temps. Hein. En gros, il n'y a plus de moralité, quoi, en définitive. On rejoint Nietzsche. Là, pour le coup. Chacun a sa propre moralité. Sur Hobbes, bah écoute, oui, moi je me suis fondé, moi j'ai pas lu Hobbes dans le texte, je me suis fondé sur le texte de Léo Strauss, Droit naturel et histoire, donc qui regarde le droit naturel d'un point de vue à la fois historiciste pour le rejeter. Donc ce droit naturel serait variable en fonction du temps, hein, on peut retrouver le droit positif là-dedans. Puis il étudie justement ce que dit Hobbes, ce que dit Locke, ce que dit Rousseau et ce que dit Duc. Duc, je sais pas comment... Buck, plutôt. Je sais pas si je prononce... Burke. Burke, voilà. Burke, voilà. Et donc voilà, oui, ça recoupe totalement ce que tu as dit. Moi, effectivement, dans la démarche de Hobbes, et dans celle d'ailleurs de Rousseau et tout ça, c'est effectivement le point faible, je rejoins Christophe, c'est certainement cette question d'état de nature qui, à mon avis, une invention qui me semble quand même un petit peu bizarre, qui n'invalide pas le droit naturel lui-même, mais c'est la démarche en définitive qui arrive, l'homme est... Alors il y en a un qui va arriver à dire l'homme est un loup pour l'homme, puis l'autre il va dire l'homme est naturellement bon. Bon, je dirais l'un comme l'autre me semble voilà, il n'y a pas... Quelque part, c'est presque là-dessus qu'il ne faudrait pas faire de supposition. Et quelque part, si on devait... alors, je peux faire quelques citations, si, par exemple, pour continuer sur ce que tu disais, hein, sur Hobbes, hein, donc sur la conception traditionnelle du droit naturel, Strauss, donc Léo Strauss, dit à un moment donné... Hobbes, il veut bien mener l'œuvre manquée par la tradition socratique et réussir là où elle avait échoué. Cet échec, il l'attribue à une erreur fondamentale. La philosophie politique traditionnelle postulait que l'homme est par nature un animal politique et social. Ce qui est pourtant aujourd'hui assez établi scientifiquement, indépendamment du champ politique.
En rejetant ce postulat, je reprends la citation, ce postulat, Hobbes retrouve en somme la tradition épicurienne. Il admet que l'homme est par nature originellement un animal apolitique et même asocial. Et, acceptant les prémices de cette doctrine, il admet que le bien est essentiellement identique et agréable. Donc, moi, je suis pas trop en accord avec ça. Alors, qu'est-ce qui... J'ai peut-être d'autres citations sur... Voilà, c'est très présent dans Hobbes, hein, c'est cette terrible ennemie de la nature, la mort. Et là, je pense qu'il fait une deuxième erreur, Hobbes, pour ma part. Je pense pas que ça soit l'ennemi, c'est pas la mort. La mort, ça fait partie de la vie. Hein. Ce qui est à rejeter, c'est le nihilisme, c'est le néant, ce qui n'est pas du tout la même chose que la mort. La vie et la mort, ça fait partie du cycle normal de la vie. Ça en fait partie. C'est ça la vie, la mort. Voilà. Et le néant, c'est tout à fait différent. C'est le nihilisme, justement. Et à mon sens, justement, le droit positif, qui se détache complètement de notre fond naturel, je dirais, ne peut conduire qu'au nihilisme. Donc je pense que c'est ça vraiment l'erreur fondamentale de croire que le droit positif, on constate aujourd'hui, hein. Et donc il faut se rattacher justement au droit naturel en ce qu'il a justement d'intemporel, d'éternel. Hein. Comme dit Henri Guénaud, l'homme ne change pas. Notre espèce Homo sapiens, c'est là plusieurs centaines de milliers d'années. Et là, notre évolution récente politique, elle date vraiment de très peu de temps. Hein. Des sociétés de cette échelle sont, à l'échelle de notre espèce, sont une fraction infime de l'histoire d'Homo sapiens. Donc, cet homme, là, il est là. Et c'est en fonction de ça qu'il faut essayer de construire un ensemble juridique qui tienne compte de ça. C'est ça la justification du droit naturel, pour moi, fondamentalement, qu'on va retrouver notamment et dans deux disciplines assez récentes, hein, la sociologie évolutive. Donc, on introduit la logique darwinienne dans ce qui n'est pas du socialisme, du darwinisme social. Alors, rien à voir. Hein. C'est la sociologie évolutionnaire et la psychologie évolutionnaire, hein, qui sont des disciplines à contester, mais qui me semblent tout à fait intéressantes justement pour fonder les besoins humains intemporels et éternels, je veux dire, hein, ceux qui nous viennent du fond des âges de notre espèce et des espèces qui nous ont précédés. Hein. Voilà, on revient sur le propre de l'homme, là, hein, sur les débats qu'on a dans le cadre du cercle de renouvellement spirituel, qui nous viennent de bien plus long. Quoi. Donc c'est pas tellement la vie et la mort, c'est pas la mort le problème. Ce qu'il faut, enfin, après moi c'est ma conviction, je pense que c'est ce qu'il faut valoriser, c'est la négranthropie, justement, quelque chose qui nous vient vraiment du fond des âges. Et là on retrouve une dimension, c'est pour ça qu'on retrouve quelque part une dimension transcendante, entre guillemets, enfin oui, transcendante, même pas entre guillemets, qui nous vient du fond des âges, justement, et qui nous vient du fond de l'univers, du fond du cosmos dans lequel nous évoluons, et qui en est justification de ce droit naturel. Donc ça va avoir besoin de faire cette expérience de pensée et tout ça. Hein. Je pense que c'est pour moi un renouveau, justement, du droit naturel, qui permet de ne pas s'écarter, justement, hein, comme le disait, du chemin, comme le disait Christophe. Et plus on sera près de ça, je dirais il y a des tentatives, hein, vers ça, et on y va de plus en plus quelque part. Hein. Au fil du temps, les 10 commandements, par exemple, c'était déjà un chemin vers ça. Le fait qu'on a aboli l'esclavage, c'est aussi un chemin vers ça. Cette démocratisation de la société, ça va vers ça. Bon, après, voilà. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase, bon, ça se fait pas, c'est pas une croissance, pas quelque chose qui est linéaire, c'est pas une évolution linéaire. C'est en dents de scie avec des avancées, des reculs, etc. Là, actuellement, nous sommes dans une phase plutôt de recul, justement. Il faut qu'on sorte de cette phase de la croissance infinie, hein, qui est complètement illusoire. Et ben c'est aussi le moyen, le droit naturel, je pense, d'y parvenir. Bon, voilà. Je reste là.
Oui, alors, dernier point sur Hobbes, enfin, ce fait que c'est l'homme qui est lui-même, chaque individu qui est la mesure de ce qui est bon pour lui, etc. On va retrouver c'est du Nietzsche avant l'heure, quasiment, hein, le perspectivisme, quelque part. Bah, je sais ce que je peux, ce qui est bon pour moi et tout ça. Bon, du moment que ça nuit pas trop à autrui, etc. Bon, voilà. On est plein enfin, on fonde le libéralisme totalement. Hein. On est complètement en accord avec ça, quoi. Hein. Quand même, il faut pas c'est important de pas l'oublier, me semble-t-il. Fonde le capitalisme, t'en as parlé, mais on est là. Après, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on se trouve avec une contradiction quelque part. Parce que, et tu l'as pointé à un moment donné, parce que en filigrane, en disant, bah, on n'est pas l'état de paix, l'état de guerre, etc. Donc du coup, bah, tu peux être engagé comme soldat, donc on va t'enlever ta liberté, etc. Ou tu peux être tué, donc tu vas te contredire la mort. Il y a un hiatus là d'ailleurs que Léo Strauss pointe un moment. Hein. Il dit mais il dit voilà, il a le droit, pour quelqu'un qui serait mis en prison par exemple, il a le droit de tuer ses gardiens et quiconque lui barrait le chemin pour l'empêcher de s'évader. Hein, si l'homme est la mesure de lui-même de son propre droit, afin de sauver sa précieuse vie. Mais par là, Hobbes admet en fait l'existence d'un conflit insoluble entre les droits du gouvernement et les droits naturels de l'individu à sa conservation. Donc, on a bien une contradiction là aussi, quelque part fondamentale, dans la démarche de Hobbes. Qu'il me semble, il n'y a pas de contradiction justement dans la démarche que je viens d'exposer ici, que je propose. Hein. Je sens que je m'en attribue une paternité. Voilà, j'en reste là. Christian, pour une conclusion peut-être, ou Christophe si tu veux intervenir, je sais pas, avant que Christian finisse. Vas-y Christian. Oui, merci Christophe, Luc. Rawls hors sujet, oui, hors sujet, mais j'ai parlé de Rawls pour dire où en est le droit naturel aujourd'hui. Voilà. Et en disant qu'il était éjecté objectivement des fondements constitutionnels. Bon, ensuite, état de nature, l'expérimenté état de nature, c'est pas valide. Alors, c'est peut-être valide ou pas valide, mais on est bien. Alors, je dirais, on est bien obligé de faire une expérience de pensée pour essayer d'imaginer le droit naturel. Mais Luc, ensuite, et vers la fin de son exposé, a dit que c'était pas obligatoire. Hein. Il a dit expérience de pensée, c'est pas la peine de passer par une expérience de pensée, que ce soit l'état de nature de Hobbes, que ce soit l'état de nature de Rousseau, que ce soit le voile d'ignorance de Rawls. C'est pas la peine de penser par un état. C'est pas la peine de passer par un état de pensée, d'utiliser un chemin méthodologique de cette nature, parce qu'il y a la transcendance qui va nous donner ce que c'est que le droit naturel. Bon, alors c'est effectivement deux façons d'approcher le droit naturel. Hein. Alors, je dis on connaît, enfin, moi je connais les expériences de pensée qui ont été faites par les philosophes que j'ai cités, les expériences de pensée qui sont faites par la transcendance, je ne vois, alors, quitte à être éclairé hein, par des choses précises, je ne vois que l'approche théologique, hein, théologique, c'est-à-dire le droit naturel qui vient de Dieu, ce que Hobbes a rejeté, mais je suis preneur hein, de penseurs qui ont posé des descriptions du droit naturel venant de la transcendance. Hobbes, ensuite, Luc a dit Hobbes a... T'es pas sympa avec tous les exposés qu'on a fait sur la négantropie et tout ça quand même. Non, mais alors c'est pas lié. Voilà. J'ai bien vu dans la fin de ton exposé que tu liais beaucoup de choses au droit naturel, mais là, je veux qu'on m'explique le lien, je ne le vois pas. Mais bon, là, on entre dans un autre débat. Alors, si effectivement, le droit naturel, connaître le droit naturel par la transcendance venant de la négantropie, bon, je voudrais qu'on en débatte. Alors, Hobbes rejette Socrate, l'animal politique. Alors, oui,
Bien entendu, il est rejeté pour une raison beaucoup plus précise que celle que tu as. Enfin, tu t'es plutôt posé la question. Les Grecs, les anciens, pour eux, sont une philosophie holiste, c'est-à-dire que la cité précède l'homme. Bon, c'est très important. Polis, c'est la cité. Et bon, animal politique, c'est surtout Aristote, mais bon, on peut mettre Platon et Socrate dedans aussi, dans la mesure où tous les trois considèrent que la cité précède l'homme. L'homme, c'est déjà. Tout seul, il n'existe pas l'homme s'il n'est pas dans la cité. Or, ce que fait Hobbes, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il part d'un homme qui est tout seul, la guerre des uns contre les autres, et il crée une cité dirigé par un Léviathan pour régler ce problème. Donc c'est le chemin inverse. De ce point-là, c'est très intéressant. Bon, Hobbes et la mort. Alors, tu dis que Hobbes, bon, c'est pas tout à fait ce que tu as dit, excuse-moi. Hobbes, il parle de la mort. Hobbes ne philosophe pas sur la mort. Il dit que l'homme a peur de la mort. Voilà. L'homme, son problème numéro un, c'est qu'il veut être en sécurité, il a peur d'être tué. Je simplifie, caricature, mais on comprend. Il a peur d'être tué et il va donc se dessaisir de ses droits naturels. Il va le confier à un État, un Léviathan, pour qu'il lui garantisse le fait qu'il ne sera pas tué. Voilà. Bon. Alors, et puis dernière chose, tu dis, Luc, l'idée que chaque individu sait ce qui est bon pour lui, que l'homme est la mesure de lui-même, c'est Nietzschéen, et puis c'est une contradiction. Non, c'est pas une contradiction pour Hobbes. Hobbes règle cette contradiction. C'est-à-dire que, enfin, pour lui, il la règle. C'est-à-dire que si l'homme, je dis 2 ou 3 fois dans mon exposé, si on s'en tient simplement au droit naturel, c'est-à-dire l'homme sait ce qui est bon pour lui, nanana, bon, c'est aussi le droit du voisin et on s'en sort pas. Et que pour régler cette contradiction que tu as bien pointée, mais Hobbes ne reste pas sur cette contradiction, il dit il y a une contradiction et cette contradiction, c'est le souverain qui va la régler. Voilà. Voilà ce que j'avais à compléter par rapport à ce que vous aviez dit. Mais ce que dit, sur ce dernier point, ce que dit Lévi-Strauss, c'est qu'en fait, ça ne le règle pas. Parce que le souverain, là, il parle de gouvernement dans sa citation, le droit du gouvernement ne outrepasse ça. Ah mais d'accord, lui, qu'est-ce qui fait que c'est autre chose. C'est une délibération. Que le système Dobbs ne marche pas, c'est notre débat d'aujourd'hui. Hein. Non, nos débats d'aujourd'hui, c'est pas le débat d'aujourd'hui, c'est pas sur la validité du système Dobbs, c'est pas sur la validité du droit naturel, c'est pour mieux comprendre ce que c'est que le droit naturel, d'où ça vient, qui a créé des idées de droit naturel, où est-ce que ça en est aujourd'hui. Bon, la validité, alors sur le débat de la validité de droit naturel, je pense qu'on l'a déjà fait d'ailleurs. Hein. Non, mais sur Hobbes, sur la conception de Hobbes, là on parle de Hobbes, c'est quand même le sujet central, c'est le droit naturel pour Hobbes. Oui, alors, bon, la conception de ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Oui, évidemment. Évidemment, ça ne marche pas. Enfin, par contre, ça a été bien expérimenté et il y a eu des siècles et des siècles où ça a fonctionné comme ça. Hein. Oui, voilà, c'est le pouvoir fort, le pouvoir absolu. Alors, bon, Hobbes tempère quand même parce que le schéma idéal pour Hobbes, c'était quand même la monarchie constitutionnelle à l'anglaise. Hein, voilà, il était après Cromwell, voilà, monarchie constitutionnelle, et donc c'était un État fort, mais avec un peu de démocratie dedans, voilà. Bon. Alors, moi, je voulais juste répondre à l'idée que voilà qu'on pourrait faire autrement une autre construction. Alors, je ne sais pas s'il y en a des auteurs. Par contre, moi, la vision que j'ai, c'est particulier, c'est-à-dire que on étudie la gravité avec des outils scientifiques, avec des mesures, avec des statistiques, avec plein de choses. Par contre, on ne le fait pas sérieusement sur les comportements et sur les organisations sociales. Alors que je pense que justement, il y aurait matière à faire une vraie science à ce sujet-là, expérimentale,
Et donc, de là, partir d'une science morale, mais avec des chiffres et des faits. Et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué, je pense, à mettre en œuvre, mais c'est quelque chose que je souhaiterais voir émerger, parce que je pense qu'il y a une dynamique à faire là-dessus qui est intéressante, et sortir justement de ces exercices de pensée sans expérience quasiment, ou alors cette théologie sans expérience également, mais partir sur du fait, ok, on fait une organisation telle qu'elle, on voit les défauts, on mesure qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, on met des capteurs et puis on établit les règles, comme pour la gravité, comme pour plein d'autres choses. Je trouve quand même que tu es très sévère, Christophe. Il y a quand même des sociologues qui travaillent là-dessus. Bon, alors après, on a fait une pas forcément, voilà. Notamment, j'ai fait une présentation de l'ouvrage de Bernard Lahire, qui me semble vachement, enfin voilà, qui sort un petit peu des travers des sociologues. Hein. Lui aussi, Léo Strauss, il parle beaucoup de Max Weber là-dedans, hein, pour s'en détacher, le mettre à distance, justement, parce qu'il y a beaucoup de sociologie qui est très historiciste, justement. Hein, on coupe aussi avec ça. Les deux, parce qu'il faut la sociologie et l'historique. Il y a quand même des travaux. Et puis, comme je te disais là, il y a quand même ce qui est des émergences assez nouvelles. Hein, donc, la sociologie évolutionnaire, c'est-à-dire l'étude des évolutions des sociétés au sens de la théorie de l'évolution darwinienne. Hein, donc, c'est pas du darwinisme social. Faut vraiment, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Et puis il y a la discipline assez récente, Psycho-Evo. Moi, je t'invite à aller voir des émissions, notamment, moi j'ai acheté son bouquin aussi à Debov, Stéphane Debov, à Homo Fabulus. Alors il a renommé sa chaîne YouTube récemment, mais extrêmement intéressante justement. On va retrouver des trucs. C'est-à-dire qu'il y a de la morale qui traverse, comme si c'était transmis en dehors des générations. C'était comme si on avait signé ces mots, hein, c'est comme si on avait signé un contrat avant sa propre naissance. C'est ses propres mots. Quoi. Donc c'est vachement intéressant. C'est une discipline assez récente qui est contestée, par certains sociologues d'ailleurs. Hein. Mais voilà, faut pas dire qu'il n'y a pas de travaux sur ces sujets-là. Quoi. Enfin, je pense quand même qu'il y a des Alors, j'en connais pas. Je ne sais pas s'il y a des travaux sur ce sujet. Voilà, je ne connais pas. Il y en a des très récents, je dirais. Mais ça ne m'étonnerait pas. Et puis il y a toute l'éthologie aussi. Hein. On évolue, enfin sur nos émissions sur le propre de l'homme du CDRS. Il y a beaucoup de on a fait beaucoup de découvertes sur les dernières décennies là, vraiment. Hein. Et qui percutent l'homme. Enfin voilà, c'est quand même des trucs vraiment contemporains quand même pour le coup là. Bon, voilà, c'est pour ça que je trouve sévère. Pour moi, c'est bon signe. Alors, après, est-ce que c'est une science qui peut être totalement objective? C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand tu touches à ce genre de truc, un peu comme l'économie, hein, toutes ces sciences humaines, on voit bien qu'il y a les forces qui vont essayer de rentrer en ligne de compte. Notamment, ce que dénonce Stéphane Debov dans des critiques de la socio-évo, par exemple, de Marc Lémontine et de Stéphane Gould, qui sont des darwinistes, des biologistes, mais qui dit qu'ils ont un travers politique très fort. Voilà. Donc, on voit tout de suite que ce sont des sciences très sensibles. Hein, très sensibles. Oui, parce que ça dépend de l'observateur et de la personne. Et puis ça peut mettre en cause, ça peut donner des fondements à des remises en cause sociales et politiques. Tout à fait. C'est de la dynamique. Pourquoi est-ce que dans le domaine de l'économie, on n'enseigne plus du tout la théorie de la valeur de Ricardo, d'Adam Smith et de Karl Marx? C'est pas pour rien, hein, et qu'on parle que de l'offre et de la demande. Hein. Si tu vas dans les cours d'économie, tu n'en entends jamais parler, hein, truc officiel. Hein. Alors, en sociologie, hein, un peu la même chose aussi, hein, forcément. Christian, une conclusion? On s'est écarté un petit peu là. Non, la conclusion, je l'ai déjà faite. C'est une rectification. Enfin, une rectification. Un rappel à l'ordre. Voilà. Bon, je pense qu'on est hors sujet. Oui, on a un peu dévié. Oui. Non, mais on parle de morale, hein, ça va. Un audit moral, en quelque sorte, sur nos sociétés, c'est une chose. On sort de l'aspect du droit naturel. Le droit naturel, il n'a pas vocation à être moral. Il a vocation à devoir s'imposer pour une raison transcendantale, méthodologique. Bon. Et le sujet me paraît
assez important, assez fondamental pour qu'on ne dévie pas sur un autre sujet de même importance. Voilà. Ah, Restons sur... non, Ouais. non, là, je suis pas d'accord. Hein. Le droit naturel, Ah, bah, forcément. il a une morale, quoi. Ah, bah, complètement. Non, non. Ah, non, Ah, bon, si. alors, Ah, bah, si. Ah, bah, si. Ah, bah, si. Ah, bah, autre si. débat. Ah, bah, Le droit si. naturel n'a pas de morale. Faut pas. Alors, je D'accord. dirais pas une morale, moi, je dirais une éthique. Il a un sens, enfin, je veux dire Il, aussi. je Enfin, dirais qu'il a c'est- une éthique. Il a, justement, L'éthique qui vient d'où? Qui vient d'où? D'où elle vient Ah, cette éthique? justement. Qui la détermine? Ah, justement, ça, c'est tout le débat. C'est tout le débat. Ah oui. Mais c'est qu'est-ce qu'elle on peut pas, privilégie? Qu'est-ce que du le coup, droit, on peut qu'est-ce pas que le droit l'écarter. naturel privilégie? Alors, bon, toutes les recherches en droit naturel ne partent pas sur une éthique. Elles partent sur peut-être un propre de l'homme, justement, mais pas sur une éthique, c'est-à-dire dans les expériences de pensée, état de nature. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas d'organisation sociale, hein, et si on en crée une, est-ce qu'il doit y avoir des lois supérieures, qui s'imposent? Bon, il n'y a pas de question d'éthique là. Il y a une question anthropologique, pas éthique. Si on veut. Oui, oui, mais. Enfin, Mais- on trouve aucune référence à la morale. Et quand on parle de morale, encore faut-il en avoir une. C'est avoir des règles morales, soit platoniciennes, soit Pour moi, c'est kantiennes. c'est une orientation. Il y a une orientation, Il il y ne a suffit un pas de sens. dire c'est moral si on n'a pas défini avant quelle morale, donc quels sont les principes, quelles sont les maximes de la morale qu'on va ensuite utiliser pour juger de la validité d'un droit naturel. Voilà, étant Donc, on donné voit bien que c'est connecté. je constate que les travaux d'élaboration de droit naturel ne se basent pas sur la morale. Oui, mais parce que historiquement, ils voulaient essayer de trouver une autre méthode, puisque avant, ça venait de droit divin. Parce que qu'est-ce que c'est que les 10 commandements, par exemple, ou la liste d'ordres qu'il va y avoir dans la Torah ou dans l'islam ou dans ce genre de choses, ce sont des listes de règles. Hein. C'est ça, hein, ce sont des lois. Et c'était déjà des formalisations. Et ils ont essayé, à Hobbes, dans ce courant humaniste, je dirais, de trouver un autre fondement pour définir. Oui. Donc on ne peut pas l'écarter de la morale, c'est complètement lié, si vous voulez. Donc on va essayer de le faire. Et puis Rose, la morale, il essaye de s'en extraire complètement. Bon, voilà. Quand il dit donc on voit bien que c'est connecté, on ne peut pas dire c'est un autre débat, c'est pas un autre débat, c'est vraiment le même débat. Non, c'est un débat différent. Ah bon, tous les débats sont interconnectés. Non, mais là c'est intrinsèquement lié. Là. Non, c'est totalement différent, totalement différent. Et quand Hobbes veut régler le problème de la guerre, c'est pas moral, c'est pas parce qu'il trouve que c'est immoral, hein, c'est parce qu'il considère que c'est ce qui met en danger l'espèce humaine. Orientation. Hein, c'est une technique à régler et il le règle en mettant du droit naturel. Oui, ensuite, et donc dans ce cas-là, faire la guerre sur la morale. Dans la morale de Hobbes, mais si, c'est utilitariste. Non, pas du tout. C'est utilitariste puisque il admet le recours à la guerre, hein, si ça doit régler le problème de la paix. Donc c'est un raisonnement complètement utilitariste. C'est conséquentialiste. C'est une forme de morale. Et le résultat. C'est une forme de morale. Ah ben oui, non mais. Bien sûr, qui est fondée sur d'autres choses, mais c'est une forme de morale. Oui, mais alors, dire qu'on va faire une audit morale sur les sociétés, bon, on s'éloigne du débat sur le droit naturel. D'abord, il n'y a plus de droit naturel dans les... Il y a plus, en tout cas, de droit naturel peut-être inscrit mais appliqué, il n'y a plus de droit naturel appliqué dans les décisions, dans les commandements et dans les règles coercitives actuellement. Il n'y a plus du tout de droit naturel. Donc, si on fait un audit moral sur les systèmes politiques actuels, on est en dehors de la réflexion sur le droit naturel, sauf à arriver à dire il faudrait un droit naturel. Oui, mais moi, mon propos, c'était pas de faire un audit moral, c'était de faire de l'expérimentation et de faire une science sociale. C'est une expérimentation scientifique. Voilà. Alors là, il faut regarder ce que Karl Popper dit sur ce qui est scientifique et ce qui n'est pas scientifique.
Parce que ça aussi, c'est un travers actuel. Tout est scientifique, là. Tu sais, le GIEC, c'est scientifique, c'est pas Oui, je sais scientifique. bien, ouais. Ah, bon, voilà. Les hommes politiques, ils font des décisions, ils disent que c'est scientifique. Voilà. Ouais, ouais, mais c'est pas des gens qui font des expériences. C'est ça le truc. Moi, je fais la Ah, bah différence entre oui. les gens qui Ah expérimentent oui, bien sûr, et les gens bien sûr. qui répètent. C'est C'est scientifique pas... si on fait c'est scientifique si on fait d'expériments. Tu as tout à fait raison. Ce serait scientifique si on fait l'expérience. Bon, Mm. ça nous amène très loin. C'est très intéressant, ça, Ouais, par mais bon. contre. Là, bon. Ok. Bon, mais merci, messieurs. Merci à vous.